Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Emboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Emboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Emboshi. C'est comme si l'Emboshi était maltraité, menacé, l'Emboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Emboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita kan sudah
ngoja pamba Ijoka nsuti yake pona Nina nanga mawa Lufwa basumanga na tumba Lufwa basumanga na tumba Ini kwenda kubikine na usala na pa Bon, salut à vous. Je crois que ça c'est un direct très expéditif que nous allons faire aujourd'hui. Simplement une façon de vous dire que ben, je crois que peuple congolais, vous avez tous vu ce qui s'est passé du côté des plateaux là-bas. Hein. Je sais pas si on va essayer de bien arranger ici. Voilà. Je crois que vous avez vu tout ce qui s'est passé du côté des plateaux, hein, d'une manière claire. Bon, les Téké se sont alliés à Sassou, donc on peut simplement dire comme ça. Mais si vous essayez de suivre l'audio hein, qui fait le tour du monde, l'audio de Sassou, sa parole au Téké, l'audio l'a dit quoi? Mais éventuellement ce sont les mêmes menaces que nous avons déjà vues avant l'élection de 2016. Quand il est parti dans le pool, il a parlé du goût de sang, n'est-ce pas? Bon, le goût de sang, ça signifie le massacre des populations simplement. Hein. Le goût de sang, ça signifie faire couler le sang des populations, ce qui est très clair. Mais dans le plateau, en réalité, Sassou a parlé des ampoules, hein, parce qu'il leur dit que ça ne sert pas de changer de chaussures, de prendre les nouvelles chaussures. Il faut rester avec les anciennes chaussures. Sinon, les nouvelles chaussures risqueraient de créer des ampoules dans vos pieds. Tozwaka meeting na esika oyo na vieux Ganao biso tozwaka mokano tolobaka te lokola bino moko bolobi tovanda kaka na sulie oyo ya kala pamba te oyo ya sika mosika te epesi makolo bampule tokenda mosika na yango te. Ça c'est très profond. En réalité, une façon de dire ça, c'est une forme de menace, comme un peu ce que nous avons vu dans le département du pôle. Le goût du sang que nous avons vu dans le pôle, dans le plateau, ça s'est retrouvé en ampoule dans les chaussures. Il faut conserver les anciennes chaussures, mais l'ancienne chaussure ici, c'est qui? C'est Sassou. Les nouvelles chaussures, c'est en réalité la libération même des plateaux du nord du Congo.
Mais nous aimerons dire à Sassou que les anciennes chaussures, même les cordonnés ne peuvent plus réparer ça. L'ancienne chaussure est usée, l'ancienne chaussure est brisée, l'ancienne chaussure, il y a des trous. Le cuir s'est déchiqueté. L'ancienne chaussure, le talon totalement usé. L'ancienne chaussure est irrécupérable. Aucun cordonnier, même le plus efficace, ne peut récupérer l'ancienne chaussure. Donc l'ancienne chaussure, même à la poubelle, on ne peut pas mettre l'ancienne chaussure. L'ancienne chaussure, il faut la brûler, parce que ça ne peut même pas servir de seconde main. C'est ça qu'il faut dire à Sassou. Et c'est ce que les Téké devaient dire à Sassou. Parce que vous voyez, déjà nous avons vu quelques photos, on a mis la photo de Sassou, la photo de Ganao. Une façon de dire aux gens des plateaux que non, Sassou était bien avec Ganao, mais ça c'est totalement faux. Hein? Mais il venait de tuer le fils de Ganao, là. Ça fait pas longtemps qu'il a assassiné le fils de Ganao. Ah, vous vous souvenez, hein? Le fils de Ganao venait de mourir, ça fait pas longtemps. Mais qui a tué le fils de Ganao? C'est Sassou, ce sont les gens du PCT. Ouais, chers amis. Donc, et ce qui est très curieux, c'est que, oui, il dit au Téké, non, je suis passé chez Ganao là-bas, là où il est enterré, j'ai parlé avec lui. Penawana, liboso, Gainayaka awa, pona kokutana na bino, liboso na laki na cimetière kuna epai ndeko na ngai kulutu na ngai epai ye alali kuna nalaki kuna natiki tafulele mpe nasololi na ye. Donc biso toswana ata mokolo moko te. Ezali makambo ya politike mbala mosusu bato bakolobaloba bakosaka bapopulation, me moto moko lokola biso bakani bakonzi toza kaka monokose moko. Bon, tout d'abord, vous ne pouvez pas aller au cimetière des gens sans pourtant avoir l'approbation de leur chef de famille ou des gens de la famille. Vous ne pouvez pas venir dans un village, aller directement au cimetière des gens, à la tombe de l'individu, sans pourtant d'aller voir les gens du village. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est ça. Donc, c'est très clair que, en réalité, en le disant, il veut vouloir montrer au Téké que il est un mystique, il est un Kani, comme déjà dans le discours vous entendez, il parle de Kani, de Kani, de Kani. C'est un voleur qui se cache derrière la tradition. C'est un voyou qui se cache derrière la tradition. Oui, oui, quand tu dis au Téké, je suis allé voir Ganao, la tombe de Ganao, j'ai parlé avec lui. Mais il a parlé avec un mort. Hein? Il faut être aveuglé pour... En réalité, c'est quoi? Ce sont les stratagèmes de Sassou pour vouloir montrer au Téké qu'il est un mystique. Hein, c'est ça la réalité, on vous le dit, c'est très clair. Les Téké, c'est les exécutants, hein, c'est comme ça Sassou vous appelle. Donc vous voyez, ce qu'il est venu faire chez vous, c'est une provocation. Hein, parce que même déjà les gens de l'Ekana, Okombi, hein, qui est de l'Ekana, je crois, Ntsuru aussi de l'Ekana, hein, Ntsuru aussi de l'Ekana, Okombi en prison. Hein. Donc à la place, il vient vous intimider, il vient vous parler des ampoules, il dit fermez vos bouches. Ntsuru a été assassiné, il vient vous narguer sur vos terres. Mais les Téké, cette fois-ci, vous ne pouvez pas continuer à demeurer les chiens de chasse de Moshi, hein, les exécutants de Moshi. Voyez cela. Donc c'est cela qui est la réalité que nous sommes en train d'expliquer à ce peuple Téké, hein,
que ne soyez pas les paillassons des Moshi. Ce qui est très clair, c'est que oui, les Téké, les Moshi comptent maintenant sur les Téké. C'est ça qu'il est allé chercher, le soutien des Téké. Puisque dans son long discours qu'il a réalisé, dans ce document qui fait le tour du net, il parle des Vili et des Moshi comme étant ses alliés. Donc c'est très grave. Si les Téké vont continuer à porter l'ancienne chaussure, alors vous allez rester avec lui au nord du Congo là. Parce qu'au sud, c'est clair, c'est une autre dynamique, une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses. Parce que nous au sud, nous sommes dans le contexte de l'unité du sud. Dans le sud, nous sommes dans le contexte même de chasser tous les Moshi au sud, et nous leur avons donné une date limite qui est le 25 mars 2021. Maintenant, quand vous voyez encore l'ironie, il sort 100 millions de francs CFA en espèces dans les valises. Où va l'argent des générations futures? Vous comprenez? Même ceux qui les supportent, c'est-à-dire la communauté internationale de la France-Afrique, qui protège sa sous. Maintenant, vous comprenez que nous avons bien raison quand on dit l'argent du Congo, les 30 000 milliards des francs CFA du contribuable congolais se retrouvent dans les bunkers personnels. C'est une réalité. Où est passé l'argent des générations futures? Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que je vous avais donnée? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Vous n'étiez pas tous là. Où est passé l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et je vous avais répondu. Vous me la reposez. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que je vous avais donnée? Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Mais nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne veut dire la vérité sur tout. L'autre autorité nationale est consciente de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous l'avons posé les actes, mais je veux dire que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons et durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans leur feuille de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats? Le fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, combien de déclarations de soupçons, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi? La statistique, combien de gens sont allés en prison?
Voyez? Et là, vous voyez comment les fonds du Congo sortent dans les valises. Inimaginable, hein? Ils ont appelé ça les cadres des plateaux. Et qui ont sorti 100 millions de francs CFA en espèces de billets quasiment neufs donnés à Sassou. Il y a deux choses que vous allez voir. Moi, je pense que c'est Sassou qui a sorti cet argent-là dans ses bunkers et il est passé derrière, entre guillemets, les faux cadres du plateau pour lui présenter cette valise. Une façon de vouloir dire que les Téké le soutiennent. Ce sont les stratégies de la dictature. Hein? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est éventuellement l'argent du Congo volé par les Téké qui les ont cachés dans les bunkers personnels, les tombes, les valises, et qui viennent donner à Sassou. Ça, c'est le deuxième point. Ouais, donc, il y a deux hypothèses. Ou c'est Sassou lui-même qui a sorti cet argent dans ses bunkers personnels, comme c'était un stratège. Hein, il va penser manipuler les gens dans la communication pour dire que bon, les Téké les soutiennent maintenant, les Téké lui a même donné 100 millions de francs CFA en espèces. Hein, c'est des stratégies de Sassou. Hein, parce que des billets neufs, hein, c'est des billets neufs, c'est de l'argent qui sort droit des caisses. Hein, ça, c'est de l'argent neuf. Ouais, 100 millions dans les maisons des individus. C'est inimaginable. En un temps record, entre guillemets, les faux cadres des plateaux ont sorti 100 millions de francs CFA dans des valises en espèces bien attachées. Hein? Ou c'est les voleurs Téké qui ont dévalisé les caisses de l'État au même titre que le fils Mbossi que nous appelons Sassou Denis. Hein? Oui, chers amis. Ou encore, c'est Sassou lui-même qui l'a fait. Bon, là encore, il y a l'ironie, c'est qu'il y a une vidéo qui circule hein, sur les écoles dans les plateaux, hein, où on a même chassé des enfants parce que les enfants n'ont pas pu faire des compositions dans des examens de passage en classe supérieure parce que les enfants ne se sont pas acquittés de leurs droits scolaires. Rendons-nous dans le département de Plateau où les centres d'enseignement général de Ngania, construits par l'ancien ministre des Finances et sénateur, fonctionnent aujourd'hui avec 3 enseignants. Les prestataires qui y évoluent éprouvent d'énormes difficultés, notamment financières. C'est à ce titre que le directeur de cet établissement scolaire public menace de mettre dehors tous les élèves qui ne se sont pas quittés de leurs droits scolaires. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba et Michael Massoma. Existant depuis 41 ans, le CG fonctionne cette année avec 3 enseignants affectés par l'État. Patrice Ossevi assure à la fois les fonctions de directeur et de professeur de français. Nous avons ici 3 enseignants affectés par l'État. L'effectif ne répond pas et les parents ont recruté 3 prestataires également. Donc nous avons un personnel de 6 enseignants. Logiquement, on devait avoir 9 enseignants. Conscient du fait que bon nombre d'élèves n'ont pas encore payé leurs émoluments pour subvenir aux besoins des encadreurs prestataires, Patrice Ossevi a souligné que cette année, il n'y aura pas de pitié. Plusieurs élèves seront mis dehors et ne vont pas composer tout en perdant ipso facto l'année scolaire en cours. L'État déjà avait prescrit 6 000 francs pour la prise en charge de ces enseignants. Ça ne répond pas. Et avec les parents, on s'est entendu, les parents devaient compléter ce qui manque pour satisfaire tous ces prestataires-là. Les difficultés ne manquent pas, tous les foyers n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des enfants qui n'ont pas composé parce qu'ils n'ont rien eu. Et ça fait mal. Beaucoup d'enfants qu'on compose comme ça, on les met dehors parce qu'ils n'ont pas contribué à la satisfaction des prestataires. C'est là le mal. Et là, nous sommes là dans les plateaux. Et il y a des cadres de plateaux qui détiennent 100 millions de francs CFA dans leurs valises, qui ont donné au fils Mbossi que nous appelons ça. C'est ça l'ironie. Bon, il y a des enseignants qui manquent parce qu'il y a un problème de paiement des salaires. Il y a des écoles qui ont des problèmes d'enseignement. Des enfants sont chassés par manque parce que les enfants n'arrivent pas à s'acquitter. Mais nous pensons que ces cadres-là devaient profiter de prioriser d'abord leurs écoles, leurs hôpitaux, et ainsi de suite. Les plateaux, il n'y a pas un hôpital là-bas. C'est le chaos généralisé. Ouais, donc, c'est très grave hein, ce scénario que nous sommes en train de voir. L'argent des générations futures, vous comprenez que ça retrouve dans les valises déjà. Bon,
si réellement Sassou était né dans conscient et sérieux, s'il n'était pas le voleur numéro 1, le criminel numéro 1 du Congo, mais il allait simplement refuser cet argent pour dire non, 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 il y a d'autres priorités là-bas dans les plateaux, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas des écoles, il y a des écoles qui manquent des tables bancs, il faut payer les enseignants, il faut payer les frais scolaires des élèves. Je prends pas cet argent, donc investissez cet argent dans la région. Et non, il ne l'a pas fait. Et à la place, il était quoi? Il a clamé. Ouais, il était en train d'acclamer. Donc, j'ai un message très important à faire passer aux Téké nordistes qui sont devenus des Mbossi, c'est clair, parce que ces gens-là, c'est clair, hein, même du côté de Ngo, vous avez des gens comme les Ngolo Pierre, Ntiba Florent était obligé de tailler la zone parce que il y a une forte pression des parents pour libérer au Kombi Salissa, puisqu'ils sont tous des Lekana là-bas. J'ai un message très important à faire passer aux Téké là. Vous êtes les plus cons que Sassou manipule. Et Sassou vous a toujours manipulé. Vous êtes les chiens de chasse, les chiens de chasse de Moshi. Oui, vous donnez des petites miettes, à la fin vous n'avez rien. Ouais, c'est ça. Donc, peuple congolais, démocrate africain, le peuple du Sud, hein, on va continuer dans le contexte de l'unité du Sud, c'est notre seule façon de s'en sortir. L'unité du Sud doit être dans la tête de chaque enfant. Et l'unité du Sud vient avec ce que nous appelons la légitime défense. Donc, on va se protéger avec les moyens de bord. Et nous savons que nous aurons de l'aide des amis qui apprennent. Pour un premier début, il va falloir que nous nous protégeons. Avec des lance-pierres, avec des cailloux. Donc il va falloir que, comme l'a dit une sœur, hein, s'acheter des sacs, des cailloux, on met à la maison, on a nos matières, on a nos pelles. On se protège, on n'a pas de choix. Hein. Là nous sommes dans le contexte clair et net des voyous. Les Téké veulent maintenant se combiner avec les Moshi pour nous maintenir dans la colonisation intérieure au sud du Congo. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Voilà un peu, chers amis, ce que je tenais à dire. Et donc, c'est très clair. La lutte, l'unité du Sud, c'est notre seule issue de sortie, notre seul moyen de s'en sortir et de sortir calmement, librement de ce pays. On n'a pas besoin des Moshi au Sud. On n'a pas besoin des Moshi. Il faut qu'on soit clair. Nous ne sommes jamais allés chez eux au nord là-bas pour occuper leurs terres, pour occuper leurs ressources naturelles, pour faire la pagaille. Jamais. On n'aura jamais besoin d'eux au nord du Congo. Il y a quoi là-bas? Il n'y a rien. C'est eux qui ont besoin de nous. Mais ils veulent nous maintenir dans la colonisation intérieure. Et là, nous allons dire non. Si Sassou va faire son élection, il va le faire au nord du Congo. Mais si il va se faire pour nous allons buter Sassou. Ça, c'est notre décision. Et notre décision, elle est claire. Nous allons nous défendre. Il n'a aucune autorité, il n'aura jamais l'autorité au-dessus du Congo. Et tous ses complices qui travaillent avec lui pour nous maintenir dans ce secret, tous vont être chassés au sud. Voilà, donc je termine par là. Je reviens d'une longue conférence sur les affaires du Congo, et donc je suis un peu fatigué. Donc la lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Ça sera un petit coup à la prochaine. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour.
Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi,
J'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Inangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, et qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.